Ce cours 2 prolonge la présentation générale du cours 1 en détaillant l'immunité innée, autrement appelée barrière de l'organisme. L'encadré à droite vous présente des exemples de questions auxquelles vous serez capable de répondre à l'issue de ces deux cours. Il s'agit donc de faire un panorama des 3 groupes de barrières, puis de détailler les mécanismes les plus fréquents, enfin réfléchir à la complémentarité entre eux. Donc, le cours introduit plusieurs mécanismes impliqués assez généralement dans les défenses antimicrobiennes, et ceci dans le but de faciliter leur compréhension dans les cours ultérieurs. En particulier, attention, l'inflammation sera traitée en détail plus tard dans les modules de physiologie et pharmacologie. Donc, cette diapo présente les 3 axes qui sont combinés de l'immunité innée, à savoir les barrières innées permanentes, les barrières innées inductibles et les barrières d'écologie microbienne assurées par la flore commensale. Donc, leurs effets sont surtout dirigés contre les micro-organismes et contre les particules inertes, par exemple les poussières, les échardes, tous les autres corps étrangers. Ces barrières agissent d'abord comme une voirie, en nettoyant les tissus, en rejetant les particules. Ils peuvent aussi réguler la colonisation de surface, l'invasion et la prolifération des microbes. Parfois, ils vont jusqu'à tuer les micro-organismes, et surtout du fait d'action de composés oxydants et d'enzymes qui vont détruire les parois microbiennes. De plus, ils peuvent aller jusqu'à modifier temporairement la physiologie d'un tissu, ce qui le rend moins accueillant aux microbes, par exemple l'augmentation de température lors de la fièvre. Donc, les barrières tissulaires de l'immunité innée sont en fait un ensemble hétérogène de très nombreux mécanismes, soit permanents, soit inductibles, en quelques minutes, au niveau de chaque tissu. Vous voyez sur cette vieille figure plusieurs exemples de barrières à la surface de la peau et des muqueuses. Par exemple, la sécrétion de lysozyme par les muqueuses a une action antimicrobienne permanente. On va détailler tout ça dans les diapos suivantes. Donc, à première vue, ça paraît étonnant de penser que notre flore commensale est un acteur de notre immunité au même titre que les réponses tissulaires. Et pourtant, la coévolution des hôtes et des microbes a conduit à ces interactions complexes. Le microbiote, c'est un ensemble très complexe avec des centaines d'espèces micro-organiques, principalement bactériennes, mais pas que, et qui sont implantées durablement chez leur hôte animal au niveau de sa peau et de ses muqueuses surtout. Donc, les espèces qui le composent sont adaptées à y vivre à des taux régulés et sans dépasser les limites de chacune de leurs niches écologiques. Elles sont en interaction constante entre elles et avec les tissus, selon des relations qui peuvent être de la symbiose jusqu'à la compétition. Alors, les barrières permanentes de l'immunité innée suffisent normalement à réguler ce microbiote. Du fait que ces constituants sont par nature peu agressifs, peu invasifs, peu virulents, et aussi très sensibles aux agents oxydants. Donc, si un microbiote de bonne qualité est déjà bien installé au niveau d'un épithélium, il rendra plus difficile à un micro-organisme pathogène d'y pénétrer, et ceci du fait de 2 types d'interactions. Déjà, des interactions directes entre microbes. L'ensemble de ces compétitions et de ces associations entre espèces et souches microbiennes vont réduire la probabilité qu'une nouvelle souche pathogène trouve un point d'entrée et se multiplie. Ensuite, on a des interactions entre le microbiote et les cellules épithéliales de la peau et des muqueuses. L'exposition constante des tissus à des constituants microbiens va réguler un niveau d'inflammation de base et stimuler les cellules immunocompétentes, en particulier leur activité de phagocytose.
On a de nombreuses recherches qui analysent comment différents troubles de l'immunité, comme les allergies, sont influencés par la qualité du microbiote. De plus, les microbes commensaux partagent des antigènes avec les souches pathogènes. Donc elles seront plus facilement reconnues si il y a ces relations entre souches commensales apparentées. Et le système immunitaire est déjà préparé à y répondre. Donc, à contrario, l'altération du microbiote par différentes causes, que ce soit des déséquilibres de flore, que ce soit des traitements antibiotiques, etc., peut déséquilibrer l'immunité, par exemple en dérégulant l'inflammation, et ça va en fait augmenter la sensibilité à d'autres infections. En ce qui concerne les barrières permanentes innées, il en existe un très grand nombre. Elles sont propres à chaque tissu, elles fonctionnent constamment et leur action principale, comme on l'a vu, c'est la régulation de la flore commensale et le ralentissement de la propagation d'autres agents. Donc, on a plein de mécanismes, mais globalement plusieurs catégories. L'organisme d'abord présente un renouvellement constant des cellules épithéliales, de ces surfaces, de la peau, des muqueuses, ce qui les rend moins sensibles forcément aux agressions microbiennes de surface. On a aussi les flux, des flux aériens, des flux liquides et une rythmicité de l'activité sécrétoire qui va faire un effet de chasse en fait, éliminer les microbes qui pourraient adhérer aux surfaces. Donc ça c'est plus physique, mais on a aussi des défenses chimiques avec de nombreuses substances antimicrobiennes, peptidiques, lipidiques, etc., qu'on va trouver dans le mucus, la salive, les larmes, etc. Parmi ces substances, retenez surtout l'effet du lysozyme, des radicaux libres, des peptides antimicrobiens. Enfin, les tissus présentent en général des caractéristiques qui sont défavorables à la multiplication microbienne en contrôlant le pH, la disponibilité du fer et d'autres substances qui sont nécessaires à la croissance bactérienne. C'est premier temps. Deuxième temps, il existe dans les tissus normaux une activité de base dite de voirie par les phagocytes. Et à tel point qu'on trouve même des macrophages à l'extérieur de l'organisme au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc il est très important de réaliser que l'altération de ces barrières augmente la susceptibilité aux infections. Par exemple, une mauvaise qualité de l'air avec de l'ammoniac par exemple ou des poussières va altérer l'épithélium et faciliter donc les infections microbiennes au niveau de ces épithéliums. De même, une mauvaise qualité de la peau va provoquer des grattages et donc des microplaies par lesquelles des germes pourront entrer et causer des infections cutanées. Deuxième type, les barrières innées inductibles. Elles vont découler principalement de la reconnaissance des signaux de danger dont on a parlé précédemment et vont provoquer en parallèle la sécrétion rapide de nombreuses molécules d'alerte au niveau des systèmes neuro-endocrines et inflammatoires, par exemple des prostaglandines et de l'histamine. Alors on peut essayer de là aussi catégoriser ces barrières selon 3 niveaux d'extension. On a les mécanismes purement locaux, qui sont des réactions propres à chaque tissu, par exemple la toux. On a des mécanismes locaux régionaux qui démarrent dans le tissu atteint et pourront s'étendre à l'ensemble d'un tissu, par exemple l'inflammation. Alors ils vont modifier la physiologie du tissu atteint, en particulier au niveau des échanges liquides avec le sang et de la mobilité des cellules. Enfin, des effets généraux, car les cytokines, certaines des cytokines qui sont produites en réponse aux signaux de danger par les cellules dans les tissus, vont diffuser dans le sang et avoir des actions à distance sur d'autres tissus. Et l'exemple type, c'est la fièvre. On va détailler dans des diapositives suivantes ces différents systèmes. Alors, ils ont pour effet principal d'inhiber les cibles, un effet microbiostatique par exemple.
et certains d'entre eux vont être carrément capables de détruire les micro-organismes. Alors c'est très important là de comprendre que l'activation des barrières inductibles, c'est à la fois un moyen de défense, mais c'est aussi la cause de nombreux symptômes, soit locaux, soit généraux, des infections en particulier. La maladie va être causée à la fois par le microbe en lui-même, ses facteurs de virulence comme des toxines cytotoxiques, et par ses réactions de défense innées inductibles. La maladie va être d'autant plus sévère que les barrières sont inefficaces et laissent l'agression progresser. Mais il y a aussi le deuxième volet, c'est que si ces barrières sont efficaces mais très excessives ou prolongées, eh bien elles vont altérer le fonctionnement normal du tissu et donc provoquer des symptômes en conséquence. Attention donc qu'il peut y avoir de nombreux symptômes propres à chaque tissu ou généraux, mais que ce ne sera pas simple de les utiliser pour le diagnostic puisqu'ils peuvent résulter de causes variées, quel que soit le signal de danger, on aura un peu le même type de réaction, donc pas forcément susceptible d'identifier l'agent causal. Alors voici des exemples pour chacune de ces catégories de barrières innées inductibles. Les mécanismes locaux découlent de la production par les tissus lésés de substances antimicrobiennes à effet immédiat, comme les interférons, ou aussi de la stimulation nerveuse, les fibres nerveuses locales, ce qui va donner là aussi des réactions rapides, propres à chaque tissu, la toux, la diarrhée, l'éternuement, etc. etc. Vont s'y ajouter les activités locales des cellules immunocompétentes, en particulier la phagocytose. Les mécanismes locaux régionaux, eux, s'appuient principalement sur de l'inflammation et l'activation d'un système de complément dont on parlera dans un cours ultérieur. Donc, les actions générales, elles, sont liées à des cytokines diffusibles depuis les tissus atteints, et deux catégories sont particulièrement notables. Les cytokines dites pyrogènes, parce qu'elles augmentent la température du corps, elles provoquent la fièvre en agissant sur l'hypothalamus, et les cytokines qui activent la production dans le foie de tout un ensemble de protéines antimicrobiennes et inflammatoires, ce qu'on appelle les protéines PAI, phase aiguë de l'inflammation. Elles vont avoir, ces protéines, des effets antimicrobiens directs, mais surtout des effets indirects en agissant sur la réparation tissulaire ou sur la coagulation. On va encore aller un peu plus dans le détail, et pour illustrer ça, je vous montre une figure qui décrit l'ensemble des TLR qu'on peut trouver sur une cellule dendritique, capable de la faire réagir donc à différents micro-organismes. Donc ce détail, on va voir successivement la communication par les cytokines, les interférons, la phagocytose, la fièvre, l'inflammation. À chaque fois, juste un point rapide pour avoir une idée globale avant d'aller dans les cours ultérieurs utiliser chacun de ces termes. Donc je vous rappelle que tous ces mécanismes pourront être produits par les cellules immunocompétentes soit en réponse aux signaux de danger PAMP et DAMP, soit dans certains cas aussi par les antigènes et l'action des lymphocytes. En ce qui concerne les cytokines, il s'agit de protéines impliquées dans la communication entre les cellules immunocompétentes. La communication elle a lieu à plusieurs niveaux. Elle est surtout paracrine entre cellules contiguës, mais évidemment c'est assez difficile à analyser. Et ce qu'on connaît le mieux, c'est la circulation endocrine à distance, puisque là elles vont passer dans le sang, on pourra les mesurer. Attention, c'est très difficile à analyser quand même parce que les doses sont très faibles, un peu comme les hormones, des doses inférieures au nanogramme, et les productions sont très fugaces. Juste au moment de la stimulation, quelques minutes et c'est tout.
Donc on dénombre plus de 200 cytokines et plus de 200 récepteurs à ces cytokines, ce qui fait comme un langage entre les cellules qui parlent, qui libèrent des cytokines, et les cellules qui écoutent, parce qu'elles ont des récepteurs pour ces cytokines. Les cytokines, là aussi on peut faire des analogies avec le langage, il y a des synonymes, donc on a des familles de cytokines avec des structures, des fonctions ou des cellules productrices similaires. Donc ça permet, en fait il n'y a pas une cytokine qui fait une chose, il y a un groupe de cytokines qui fait un peu la même chose. Voilà. Donc un langage assez sophistiqué aussi en plusieurs étapes, puisque les cytokines peuvent s'activer, induire leur production les unes les autres. Exemple d'un groupe, on a vu cytokines pyrogènes qui provoquent la fièvre, ou cytokines pro-inflammatoires qui sont là au cours de l'inflammation. Donc la plupart des cytokines vont agir sur un mécanisme précis, soit en le stimulant, soit en l'inhibant. Donc on pourra avoir des actions sur la prolifération cellulaire, sur la sécrétion par la cellule de différents facteurs, sur la mobilité ou sur sa différenciation. Quelques cytokines sont un peu à part parce qu'elles ont des effets carrément cytotoxiques, car elles induisent la mort des cellules qui les reçoivent, soit par nécrose, soit par apoptose. Donc vous comprenez bien que la communication par cytokine est très complexe et très contrôlée. Il faudra que la cellule soit stimulée pour produire une cytokine, avec un signal précis qui lui dit de produire cette cytokine, et elle y répondra en fonction de l'expression d'un récepteur, dont là aussi souvent le taux est variable en fonction de son état de différenciation. Alors petit exemple, vous avez là une cytokine qui est dite chimiotactique, elle attire la cellule vers le lieu qui l'a délivrée, à savoir le bout de la pipette à la gauche de cet écran. Enfin, l'action des cytokines produites par les cellules immunocompétentes n'est pas cantonnée au système immunitaire. On a vu qu'elles peuvent agir sur d'autres tissus, l'hypothalamus, le foie, le cerveau, etc. Au contraire, réciproquement, on a des effets des hormones et du système neuro-endocrine sur les cellules de l'immunité, ce qui permet justement ces interrelations entre tous les systèmes de régulation de l'organisme. Alors, parmi les différentes familles de cytokines, il y en a une qui est vraiment particulière, c'est le groupe des interférons, et en particulier les interférons de type 1. Ceux-là, ils ont une place importante dans la protection antivirale en tant que barrière innée inductible. Comme toute cytokine, les interférons de type 1 sont produits par des cellules activées et ils vont agir sur les cellules qui expriment le récepteur correspondant. Donc dans ce cas-là, le signal stimulant, c'est une cellule qui est en souffrance, elle reçoit un PAMP d'origine virale, parce que la plupart du temps elle est infectée par ce virus, et donc elle va libérer de l'interféron, et l'effet de cet interféron de type 1, c'est d'inhiber l'activité des cellules environnantes. Effet paracrine, ce qui fait que les cellules deviennent un peu réfractaires à l'infection, ce qui va donc ralentir la propagation et réduire l'infection virale. Donc ça va fonctionner dès les premières heures d'une infection. En revanche, ça ne peut être que transitoire puisque la cellule va reprendre son activité normale assez rapidement. Voilà, ça explique les différentes phases d'une infection. Vous avez sur la figure, en illustration, les différentes phases de défense non spécifiques puis spécifiques au cours d'une infection par un virus grippal. Alors ces interférons, faites attention, on va en parler souvent dans le cours d'immuno, c'est en fait un groupe hétérogène et il y en a plusieurs. On parle par exemple d'interférons de type 1, ceux que je vous ai décrits, qui sont produits au cours de la réponse innée inductible directement dans les tissus. Mais vous avez aussi des interférons de type 2, en particulier le fameux interféron gamma dont on parle beaucoup en immuno, et qui est lui produit par les lymphocytes, donc au cours de la réponse spécifique. Okay. Alors il y en a d'autres, des interférons qui ont été très étudiés parce qu'ils agissent sur la prolifération cellulaire ou leur métabolisme.
et en particulier dans les tissus reproducteurs et fœtaux. Donc toutes ces analyses, elles sont très importantes, comprendre comment ça marche, mais finalement c'est pas pareil, hein, parce que ça a permis de mettre en place des traitements à base d'interférons, à la fois dans certaines infections virales, mais surtout au cours d'infections bactériennes intracellulaires et au cours des cancers. Autre mécanisme très important de défense, c'est la phagocytose. L'activité principale, c'est contre les bactéries, mais aussi d'autres agents qui pourraient poser problème, des parasites unicellulaires, des levures, des petites cellules, des particules inertes. Je vous montre une petite vidéo qui montre à quel point c'est impressionnant. Vous avez là un macrophage qui va aller attraper des levures et les englober. Et puis au bout de... Là, c'est à l'accéléré, mais en une demi-heure, il est capable de détruire ces levures. Alors, on a plusieurs degrés de phagocytose. On a là, dans le cadre des barrières permanentes innées, la phagocytose de base, qui sert à la voirie, pour détruire les cellules mortes, pour éliminer des particules, etc. Ensuite, on a une phagocytose augmentée par les signaux de danger dans le cadre des barrières inductibles, surtout antimicrobiennes. Et enfin, troisième temps de la phagocytose, c'est les phagocytoses augmentées au cours de l'immunité spécifique par des cytokines produites par les lymphocytes et par des anticorps. Donc vous voyez plusieurs niveaux de phagocytose de plus en plus efficaces. Ensuite, on peut distinguer sur la phagocytose détaillée qu'il y a plusieurs types de phagocytes. 3 grands types cellulaires. D'une part, les macrophages et toutes les cellules du même groupe, cellules apparentées, qu'on trouve déjà tout le temps dans les tissus et qui ont une activité assez efficace contre de nombreuses cibles. Ensuite, on a les neutrophiles, dont l'action est principalement antibactérienne et qui sont produits, renouvelés en permanence par l'organisme, mais qui n'iront dans les tissus que s'ils y sont attirés au cours d'une inflammation. Okay. Enfin, dernier groupe, des cellules de type dendritique, cellules dendritiques et apparentées, qui ont, elles, surtout un rôle de communication avec l'ensemble des cellules immunocompétentes. Elles vont attraper des particules, des cellules, des microbes, et détruire leurs composants, mais garder les antigènes, ce qui leur permettra d'interagir avec les lymphocytes pour ce qu'on appelle de la présentation d'antigènes. Alors, comment est-ce que la phagocytose peut fonctionner à différents niveaux, plus ou moins efficaces? Eh bien, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui vont augmenter soit la reconnaissance de la cible, ce qu'on appelle l'opsonisation, des molécules dites opsonines qui vont se fixer d'une part sur la cible et d'autre part sur des récepteurs que le phagocyte a sur sa membrane, donc ce qui va faciliter la fixation du phagocyte à sa cible et la constitution d'une vacuole de phagocytose. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, l'explosion respiratoire, c'est-à-dire l'augmentation de la production de composés toxiques, en particulier oxydants, d'où le terme respiratoire, parce que ça fonctionne avec de l'oxygène, dans les lysosomes. Donc le phagocyte, une fois qu'il aura attrapé sa cible, pourra la détruire plus efficacement. Okay. Donc les différents temps, c'est l'absonisation grâce à différents systèmes qui seront les récepteurs pour les substances microbiennes, et puis les anticorps, comme on a vu, grâce au RFC. Ensuite, on a l'explosion respiratoire, surtout liée aux cytokines pro-inflammatoires ou aux cytokines produites par les lymphocytes T, ce qui explique que ça fonctionne dans les deux types de réponses. Et on aura, une fois que la cible a été détruite, eh bien, le phagocyte va éliminer les débris et retourner à la normale plus ou moins rapidement. Attention, vous avez des cibles qui sont résistantes à la phagocytose, soit parce qu'elles ne sont pas facilement opsonisables,
soit parce que carrément elles peuvent détruire le phagocyte en retour d'avoir été capturées par des toxines. Et c'est cette phagocytose inefficace qui aboutit au pus. Donc on parlera de bactéries pyogènes, par exemple, qui provoquent du pus, parce que vous aurez tout un tas de bactéries mortes, mais surtout de phagocytes morts, inefficaces, au site de l'infection. Deux petites diapos pour finir sur la fièvre et l'inflammation. Donc, pour comprendre en quoi elle contribue à la défense contre les infections et à la modulation générale de l'immunité. Alors, c'est très important comme question, puisque pour le clinicien, ça veut dire est-ce que je dois lutter contre la fièvre et l'inflammation avec des médicaments pour soulager, ou au contraire la laisser faire parce que c'est un mécanisme naturel de défense. Bien évidemment, tout dépend de ce niveau et de l'impact que va avoir la fièvre et l'inflammation, depuis un simple inconfort jusqu'à vraiment des conséquences dramatiques, à pouvoir aller jusqu'à des convulsions chez le nouveau-né en cas de fièvre sévère. Donc vous imaginez bien que c'est très important. Donc la fièvre, c'est une élévation de la température centrale du corps, mais pas seulement. Vous allez avoir en même temps des troubles neurovégétatifs et des troubles métaboliques et des troubles comportementaux. C'est un indicateur d'un état de maladie non spécifique, souvent infectieuse mais pas forcément. Et la fièvre a un effet microbiostatique, à la fois direct. Les microbes, comme les cellules, ont besoin d'une température donnée pour se multiplier. Donc, si la température n'est pas la bonne, ils fonctionnent moins bien. Et ensuite, parce que ça témoigne de l'activation dans le tissu des mécanismes inductibles. Donc, on aura comment ça fonctionne. Eh bien, c'est parce que les cytokines pyrogènes agissent sur l'hypothalamus. Alors, juste pour l'illustrer, la figure vous montre des expériences qui ont été faites il y a plus d'un siècle, en 1912, pour expliquer comment ce n'était pas la bactérie elle-même qui causait la fièvre, mais des substances produites en réponse à ces bactéries. Donc, on voit que la fièvre, elle a été faite expérimentalement chez des lapins et qu'on a globalement les mêmes types de fièvre sur un lapin infecté, sur un lapin qui reçoit un extrait bactérien mort mais qui contient des endotoxines, sur un lapin qui a reçu non pas la bactérie mais du sang provenant d'un lapin infecté ou du sang d'un lapin ayant reçu un extrait bactérien. Donc ça prouve bien qu'il y a dans le sang une substance qui a été induite produite par le tissu en réponse à la bactérie et qui provoque de la fièvre. Alors cette expérience très ancienne, en fait, elle a été utilisée pendant près de 60 ans comme moyen, l'augmentation de température chez le lapin, comme moyen de s'assurer que les produits pharmaceutiques injectables ne contenaient pas d'extraits bactériens susceptibles de causer de la fièvre. Heureusement, maintenant, on l'a remplacé par des alternatives in vitro. Alors l'inflammation, juste quelques mots parce que ce n'est pas l'objectif de ce cours ni de ce module d'aller plus loin. L'inflammation, elle démarre en réponse à différents types de signaux, surtout les signaux de danger PAMP et DAMP, mais d'autres signaux, des médiateurs neuro-inflammatoires et certains toxiques. L'inflammation minime ou modérée est utile, elle augmente les échanges liquidiens et tissulaires et cellulaires du tissu, ce qui va permettre d'apporter des défenses. Elle active les mécanismes antimicrobiens comme la phagocytose. En revanche, là aussi, c'est une question de dosage. Si l'inflammation est excessive, prolongée, eh bien, elle devient néfaste en perturbant le bon fonctionnement de l'organisme. Et elle peut même entraîner des séquelles importantes et durables, par exemple de la fibrose, une mauvaise cicatrisation des tissus après ou l'absence de guérison. Donc le niveau d'inflammation va être crucial, puisqu'il va activer différents types de cellules immunocompétentes, myéloïdes et lymphoïdes.
Okay. Donc là aussi, le clinicien dispose d'un gros arsenal de molécules anti-inflammatoires, mais il y a des problèmes d'efficacité et d'effets secondaires, donc il va falloir bien adapter le traitement à chaque situation. Donc, finissons par ces éléments de réflexion pour montrer la complémentarité entre les réponses immunes innées et spécifiques. La question essentielle, c'est comment l'immunité est-elle capable de distinguer entre des éléments étrangers qui nécessitent une réponse, le non-soi, et nos propres constituants, le soi qu'il ne faut pas attaquer. Et nous verrons dans un cours suivant, en fait, qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre nos propres constituants et des protéines de non-soi. Hein. Le plus fascinant, c'est le cas des virus, où le non-soi du virus est produit par le soi de la cellule, donc à partir de la machinerie cellulaire de l'hôte. Donc la première explication, c'est le rôle très important des barrières innées inductibles, avec la reconnaissance effectivement de non-soi que sont des structures typiquement microbiennes, qui n'ont pas d'équivalent chez l'animal hôte. Et la deuxième explication, eh bien, c'est la complémentarité entre l'antigène et les signaux de danger pour activer les cellules immunocompétentes. Un antigène non-soi avec des cytokines pro-inflammatoires provenant de signaux d'alerte d'une infection, même minime, ça va provoquer l'activation du lymphocyte. Un antigène non-soi avec très peu de signaux de danger, par exemple un antigène provenant d'un aliment, ne fera pas réagir la réponse spécifique. Et un antigène du soi dans un tissu sain ne fera pas réagir le lymphocyte non plus, et carrément, on pourra avoir là des mécanismes de tolérance vis-à-vis du soi. Donc vous voyez, juste pour réfléchir, on peut aller carrément plus loin avec des concepts tels que les variations dans les récepteurs TLR, qui sont des variations au niveau des espèces, mais aussi intraspécifiques. Il y a pas mal de mutations dans ces TLR qui vont les rendre plus ou moins efficaces pour reconnaître différentes souches microbiennes et donc modifier les sensibilités individuelles dans la population. Donc cet aspect génétique de la résistance aux infections est très intéressante, très importante en élevage bien sûr, dans la gestion des populations. Autre élément, eh bien, on a dit que l'immunité spécifique n'était que chez les vertébrés. Alors comment font les invertébrés pour avoir une mémoire? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la trained immunity. Et on s'est aperçu qu'il existe aussi une mémoire de l'immunité innée, même si elle est un peu moins connue, parce que le niveau basal d'expression des récepteurs aux signaux de danger est modulé par l'inflammation. Donc, plus il y a de stimulation de ce système et plus il s'auto-entretient pour donc avoir un niveau basal de réponse immune. Ce qui veut dire que lors de stimulation répétée par des infections, eh bien, les individus deviennent résistants à force d'avoir des signaux inductibles de plus en plus efficaces. Je ne vais pas détailler cette diapo, elle est juste là pour vous montrer que l'aspect dynamique dans le temps, et qui n'est pas toujours évident à analyser, comment premier jour on a le microbe qui s'installe avec des premières défenses inductibles, etc. etc. Donc en conclusion, entre ce bilan des relations entre les microbes et l'immunité, on peut retenir que l'immunité est composée de très nombreux systèmes complémentaires et évolutifs, et que ces défenses peuvent à la fois être efficaces contre les infections, mais aussi générer des symptômes. En particulier, très important, c'est le cas des barrières innées inductibles. Enfin, qu'on a des variations, des évolutions liées aux facteurs de virulence des micro-organismes qui sont peut-être différents d'une souche à l'autre. Ce petit tableau devrait vous être efficace pour bien tout récapituler. Si on prend 3 types de germes, un germe commensal, un opportuniste, un pathogène, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'immunité innée va être très efficace vis-à-vis des commensaux, un peu moins efficace vis-à-vis des opportunistes et pas suffisante, voire même néfaste du fait de symptômes excessifs dans le cas d'un pathogène.
L'immunité acquise, elle, va être peu impliquée dans la flore commensale, devenir vraiment rapide et efficace avec une bonne acquisition de mémoire vis-à-vis des opportunistes, et peut-être pas forcément efficace en première intention, mais en s'améliorant au fur et à mesure et en acquérant une mémoire chez un individu qui devient immun vis-à-vis d'un pathogène, ce qui fait qu'on sera malade la première fois, mais qu'après on sera immunisé. Donc vous voyez, il y a des relations qui sont déséquilibres, ce qui veut expliquer que des fois on peut guérir, ou au contraire garder des infections chroniques, ou faire un portage asymptomatique d'un agent qu'on a réussi à contrôler, mais pas complètement à éliminer. Donc cette bonne compréhension des relations entre les micro-organismes et l'immunité, c'est très important pour le clinicien pour établir par exemple un pronostic et décider de sa conduite. Voilà, fin de ce cours.